On se retrouve, Jean-Louis Montagu, bonjour. Mais c'est vous, monsieur Gadot? C'est moi en personne qui suis là. Je vous ai déjà rencontré quelque part. On s'est déjà vu quelque part. On doit être à 45 émissions. On ne note 46. plus parce que ça va nous vieillir, surtout vous, donc du coup, Bon, d'accord. on va plus noter le nombre, plus faire de numérotation. Où voulez-vous en venir, finalement? Eh bien, parce qu'on a la chance de retrouver un invité d'une émission précédente Mais oui, qui nous rejoint encore une fois. C'est pas monsieur Delaville, par C'est hasard? ça, absolument. Alors, écoutez, Alain Delaville qui est avec nous. bonjour, monsieur Delaville. Bonjour, chers amis. Merci de votre fidélité aussi. C'est ça, Bah, oui, c'est parce un que grand voilà, honneur. Et on deuxième va- rendez-vous avec vous pour encore parler du patrimoine. Parce que Patrimoine. Peut-être vous avez encore plein d'exemples à nous donner. Et peut-être même sur pour des conclure sites. un peu sur le Peut-être, patrimoine. si vous voulez, sinon on verra, de toute façon, peu importe. Parce que le patrimoine, mais on l'évoquera tout à l'heure en seconde partie, ça fait partie de notre bien commun à toutes et tous. Et ça, c'est important aussi de le transmettre. N'anticipez pas, monsieur Gadot. Vous allez Si, trop ça- vite. ça s'appelle On devait juste- parler d'un deuxième exemple. C'est ça. On avait évoqué le premier. On va faire Un du exemple on va privé. spolier, comme dit Et maintenant. cette fois, on va arriver à un autre exemple. Je crois privé aussi, d'ailleurs. Oui. Mais Heureusement qu'il y a peut-être des propriétaires privés qui achètent des biens parce que, et on l'a vu notamment dans monsieur Gadot, l'opération Château en Fête, Invité. où ce sont souvent, et vous évoquiez Monsieur Kopfan il y a quelques semaines, et ce sont encore des propriétaires privés qui achètent ces biens-là, heureusement. Oui, et des propriétaires étrangers, donc c'est sympathique d'avoir à accueillir des étrangers qui viennent restaurer notre patrimoine. Et le deuxième exemple, évidemment, j'en ai plein. Mais le deuxième exemple, j'ai choisi parce qu'en fait, c'est une découverte de vrais trésors. Et là, c'était une propriétaire américaine, une personne qui a fait fortune en créant des objets pour la table, pour la cuisine. Elle avait acheté en Inde des beaux tissus, puis des amis lui ont dit « Tiens, c'est très joli, est-ce qu'on peut en acheter ?» Donc elle a finalement fait un commerce de ça, qui lui a rapporté beaucoup d'argent, et elle a acheté le petit château de Celles, qui est un château qui a été très mal, c'est pas restauré, très mal relooké dans les années 60, à coups d'enduit au ciment, à coups de doublage en parpaing, et donc il n'était pas très avenant quand elle l'a acheté. Nous en avons fait le relevé, et quand on a mis au net nos plans, on s'est rendu compte qu'il y avait des incohérences dans le plan, à savoir des murs qui avaient des formes complètement trapézoïdales, et on ne voit pas ça dans la construction, c'est pas logique. Donc on a dit à notre cliente, est-ce que vous nous autorisez à faire un sondage dans un mur qui ne nous semble pas historique? Il sonnait plein, donc il était quand même costaud, pas comme un doublage qui sonne creux, mais voilà. On a dit, OK. On a fait ce sondage, et derrière, on a trouvé le mur d'origine médiéval avec la trace d'une cheminée médiévale. Et donc on a dit à notre cliente, est-ce que vous nous autorisez à agrandir le sondage pour voir mieux, parce qu'il y a vraiment un élément historique. Donc elle a dit OK. Et en agrandissant le sondage, on a découvert vraiment une cheminée médiévale presque entière à sa place. Et simplement, on voyait que les niveaux de sol avaient été changés. Le sol et le plafond avaient été tous les deux rehaussés. Et donc on lui a dit, écoutez, là il y a un élément qui est vraiment extrêmement intéressant et qu'on peut facilement restaurer parce que tous les éléments sont là pour le faire. Mais si on le fait, il va falloir rabaisser le sol et rabaisser le plafond. Et entre parenthèses, on avait fait le même sondage à l'étage et trouvé à l'étage la cheminée médiévale superposée qui était cachée, elle, derrière un doublage en briques. Donc c'était tout décalé, en fait. Complètement. Et donc, c'est bizarre. Pour une Américaine dont le patrimoine historique remonte au plus à 200 ans, eh ben oui. d'avoir là des éléments qui en avaient 800 ou 700 ou 800, c'était un trésor. Donc, elle dit « Go on !» Alors, on a cassé nos doublages
Et puis, effectivement, en faisant les sondages dans le sol, on a retrouvé des traces de dallage ancien en pierre. Donc, on a complété. Oui. Et le plafond, on a trouvé les poutraisons anciennes qui avaient été rehaussées. Donc, on a tout remis à sa place. Voilà, donc, ça a redonné dans une partie de ce château des éléments complètement fascinants. Mais la suite des travaux a donné lieu sans arrêt à d'autres découvertes. Il y avait notamment, au-dessus de ce corps de logis, dans les combles, un autre élément qui n'était pas du tout visible quand elle avait acheté parce qu'il n'y avait pas d'accès. Alors le jour où on a pu mettre une échelle et aller voir dans le comble ce qui se passait, on a vu que ce comble avait été habité à une époque, au moins au XVIe, et qu'il y avait une magnifique cheminée aussi. Donc après, la question, c'était de savoir comment on accède à cet étage. Si on faisait un escalier à l'intérieur, ça prenait du volume dans les pièces, c'était dommage. Et donc on lui a dit, si on veut ne pas compromettre la dimension des belles pièces, le seul moyen pour accéder à ce comble, c'est de remonter l'escalier à vis qui avait été tronqué à sa hauteur d'origine. On ne sait pas exactement comment était le couronnement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il montait plus haut. Évidemment, c'est un certain budget parce qu'il faut rebâtir tout le haut, compléter le haut de l'escalier. C'est compliqué, ça. Faire un toit en poivrière. Donc, on a estimé ce que ça coûtait. Et puis, à chaque fois, c'est « go ahead !» Ah ben oui. Donc, on a fait ça. Et l'intérieur de cet escalier avait été crépi au ciment. Et aussi, dans notre plan, il y avait une épaisseur de mur phénoménale à un endroit de cet escalier. Et on lui a dit, pour nous, il y a quelque chose derrière. C'est pas possible qu'il y ait une épaisseur... Enfin, c'est pas logique, cette épaisseur qu'on trouve à cet endroit. Et quand on a piqué le ciment de l'escalier, on a trouvé effectivement une porte qui était bouchée. Et donc on a dit, Audrey, est-ce que vous nous autorisez à faire un sondage dans le comblement de cette porte? Go on! Et on a trouvé un passage fermé, un escalier qui menait à un couloir et qui était avec l'ouverture qui était comblée de l'autre côté. Donc aussi un truc complètement improbable et pour elle un autre trésor découvert et effectivement c'était absolument fantastique. Donc en retrouvant ces éléments, on a pu aussi restaurer d'anciennes fenêtres à meneaux, redonner une cohérence à cette maison qu'elle avait perdue avec ses travaux malheureux des années 60. Eh bien, il faut remercier encore cette Américaine. Oui. Je ne sais pas si elle est toujours là ou... Non, elle a vendu. Bon, ça fait rien. Elle avait voulu faire un chef-lieu familial et puis finalement ses enfants n'y venaient pas. Oui, c'est souvent, donc, voilà. Ça fait loin. Mais disons que grâce à elle, en tout cas, le bien commun a été retrouvé. Et c'est un petit peu vers quoi le sujet lui-même du patrimoine qui conclura nos émissions, c'était un peu cette idée que vous mettez en évidence, que le patrimoine, c'est une notion beaucoup plus générale qu'un petit bâtiment rénové, certes. Et je voulais vous entendre un peu là-dessus, parce que vous auriez des tas d'exemples comme cela. De quoi faire un livre, d'ailleurs, que vous n'avez pas encore fait. Non, pas encore. Mais que nous attendons avec impatience. Pas vrai, mais absolument. Oui, je dis pain sur la planche, alors. Comme ça, on vous recevra pour une 3e émission. Plus si affinité. Et plus si affinité. Bon, eh bien, soit. Rendez-vous est pris, en tout cas. Donc, on revient peut-être à un plan plus général. Donc, le patrimoine, tout le monde peut en être concerné, concerné par, soit par propriété, qui ça peut être le hasard qui vous fait tomber sur Bien sûr. Une richesse, comme vous dites, ou ça peut être le patrimoine public également, pour lequel vous avez sans doute d'autres exemples. Comme des églises, oui, bien sûr. Nous les avons évoqués, et quel est votre regard après toutes ces années, parce que vous avez quand même un certain recul maintenant, un petit peu, sur l'état de notre Ribéracois en particulier, de sa tenue du patrimoine. Est-ce qu'on peut mieux faire? Est-ce qu'on est déjà pas mal avancé, ou est-ce qu'on aurait peut-être un retard par rapport à d'autres régions?
Non, je crois on a bien avancé et le patrimoine périgourdin a cette richesse mondialement connue. Donc effectivement, on a quand même, par rapport à ce que je disais, un savoir-faire acquis et un patrimoine qui est connu, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de progrès à faire à la fois pour le maintenir et pour lui redonner vie. Mais je pense que ce qui est important, c'est de ramener le patrimoine à un sens un peu général, en disant que le patrimoine n'est pas une affaire de spécialistes passéistes. Le patrimoine, je pense que c'est quelque chose qui nous concerne tous, dans la mesure où, d'une manière ou d'une autre, peu ou prou, on est impliqué dans ce qu'est le patrimoine. Dans le sens où, d'une manière très générale, notre patrimoine, finalement, c'est la planète. C'est l'environnement dans lequel on est, et c'est ce petit bout de monde qu'on est amené à partager le laps de temps de notre vie, non seulement d'une manière temporelle, c'est-à-dire avec nos semblables et puis avec le reste des habitants de la planète, mais on le partage fatalement avec ceux qui nous ont précédés, puisqu'ils nous ont légué ce bout de monde, et on le partage fatalement aussi avec ceux qui nous suivront, puisque de toute façon, on transmet. Un jour, on disparaît et on laisse ce bout de monde dans lequel on a vécu. Donc, oui, ça pour redire que, effectivement, d'une manière très générale, le patrimoine, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et ça revient à dire que c'est le bien commun, finalement. Alors, quand on est propriétaire d'un bien, que ce soit un bout de jardin, une maison, un château, on n'en est finalement que le dépositaire, puisqu'on l'a hérité, on le transmet. Mais aussi ce bien dont on est, entre guillemets, propriétaire, je dirais plutôt dépositaire, ce bien, il se voit de l'espace public. C'est-à-dire que on n'est pas les seuls propriétaires. La façade de notre maison qui se voit de l'espace public, elle fait partie d'un environnement qui est le bien commun. Il y a des lois pour gérer ça. Les lois sont des garde-fous avec les qualités et les défauts qu'elles peuvent avoir. Mais on a tendance à considérer dans notre culture que quand on est propriétaire de quelque chose, on est totalement libre d'y faire ce que l'on a envie de faire. Ça n'est pas tout à fait vrai dans la mesure où on n'en est que dépositaire, comme je le disais, et qu'il y a une partie de ce bien qui fait partie de l'environnement qui est le bien commun. Donc, quand il y a des lois qui obligent à restaurer de telle ou telle manière, de respecter les couleurs des volets, les manières de faire des enduits, c'est un côté coercitif, c'est un côté ennuyeux. On a tendance à trouver que les bâtiments de France sont des empêcheurs de tourner en rond. Comme je disais, les lois ont les qualités de leurs défauts ou l'inverse, donc ça n'est jamais parfait, mais en tout cas, ça met en avant le fait qu'on a à respecter le côté public, le côté bien commun de notre propriété. Oui, juste une petite parenthèse. Ici, on a eu l'AVAP, l'opération AVAP, dont j'ai été acteur, et il y a beaucoup de gens. Donc, on a restreint les zones de préservation de l'architecture, mais on a donné plus d'obligations aux propriétaires, enfin, ou plus de possibilités aux propriétaires en question. Et il y a aussi le PLUIE, maintenant on l'appelle, qui prévoit aussi les zones à protéger de paysages en particulier, alors qui a remplacé la zone des 5 km, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, par une zone plus délimitée par les cadastres. Donc la plupart des gens devraient savoir aussi qu'il existe des possibilités de subvention sur les bâtiments publics surtout,
Mais les privés peuvent aussi peut-être bénéficier de certaines choses, non, à votre connaissance? Oui, dans certains cas. Alors, il y a les AVAP, ces dispositions des PLUI qui effectivement modifient les anciens rayons de protection pour créer des périmètres qui correspondent réellement au paysage. Il y a aussi les secteurs sauvegardés. Oui. Il y a les périmètres de restauration. Enfin, il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent à des propriétaires privés d'avoir quelquefois des subventions, quelquefois des avantages fiscaux, quelquefois les deux cumulés. Mal connu, je dois dire, pour l'instant. Pardon ? Assez mal connu des gens eux-mêmes. Oui, c'est mal connu parce que c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Mais bon, il y a toutes les instances pour avoir les renseignements. Enfin, pour le grand public, je crois qu'il est très important de savoir si on est ou non dans la VAP, par exemple, dans Périgueux. Maintenant, dans Ribérac, je sais très bien où sont les limites, mais beaucoup de gens ne savent pas que la maison d'à côté n'y est pas et la leur y est. Enfin, bon, vous voyez, c'est des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on ne communique pas suffisamment sur ces documents qui sont à la fois des contraintes et des outils. Absolument. C'est très bien fait. Et effectivement, si on est dans une démarche prospective, on cesse de considérer ça comme des contraintes. Et effectivement, ce sont des moyens de mieux restaurer. Comme je disais, les règlements, ça a un côté garde-fou qui, quelquefois, empêche le meilleur en laissant le pire arriver. Mais de toute façon, il faut que ça existe parce que ce sont des guides et on a besoin de guides et de garde-fous pour respecter les techniques. J'ai un exemple tout récent. Monsieur Platon, maire de Ribérac, m'avait interpellé dans la rue, me connaissant évidemment sur le sujet, pour me demander si l'église de Saint-Martial, qui avait raté son passage dans l'inventaire supplémentaire, pouvait être remise en course parce qu'elle est... Alors Saint-Martial de Ribérac. Oui. Parce que c'est aussi un monument appréciable et qui pourrait être restauré. Selon vous, c'est pas définitif, on peut... Non, certainement pas. Alors, quand vous dites rater son passage, son examen d'entrée... Il y avait un délai, ils l'ont laissé passer. Alors, en fait, ça peut tout à fait être... reconduit parce que les monuments que l'on souhaite protéger, en fait, on fait une demande à la conservation régionale des monuments historiques. Et, ils envoient quelqu'un pour faire un petit dossier. Ça passe après dans une première commission qui ferait un premier tri. Et si le monument est jugé digne d'intérêt, il est soumis après à une deuxième commission, la CRPA, qui est une instance beaucoup plus large et qui décide effectivement si ce patrimoine mérite d'être protégé ou non, sachant qu'il y a effectivement 2 degrés de protection. L'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui concerne les monuments plus courants, et le classement en tant que monument historique, qui là concerne des monuments qui ont un intérêt beaucoup plus national, voire qui peut être du patrimoine mondial. Voilà. On n'est peut-être pas encore là. Mais effectivement, vous faites bien de nous rappeler toutes ces données. Et dans ce cas, quand on a un soupçon, on devrait s'adresser immédiatement à qui pour dire, tiens, telle bâtisse, tel monument. En fait, il y a deux interlocuteurs. C'est l'architecte des bâtiments de France, donc qui est l'architecte départemental, qui est la première personne. Qui est où? Qui est à Thiviers, non? C'est pas lui qui est... Non, c'est à Périgueux. Donc en fait, le chef de service, c'est Xavier Arnold. Oui, voilà. Et il a une adjointe qui s'appelle Pia Anninen, d'accord, qui, elle, s'occupe de notre secteur. Donc c'est elle l'interlocutrice voilà, pour effectivement donner son avis. Donc architecte des bâtiments de France et conservatrice régionale des monuments historiques, à qui il faut écrire, qui s'appelle Adeline Rabaté, qui a des conservateurs ou conservatrices adjointes qui effectivement instruisent les dossiers. Mais il n'y a pas de raison. C'est toujours intéressant à savoir parce que parfois on peut se poser des questions. Et effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, moi j'ai des exemples récents
de nouveaux propriétaires étrangers, comme toujours, mais qui sont un peu démunis, qui ne savent pas à qui s'adresser. Donc on lance un appel en même temps dans cette émission, c'est aussi notre but. Absolument. Mais c'est vrai que le premier problème est le manque de connaissances. Moi, j'ai fait beaucoup en Dordogne et aussi dans d'autres départements, ce qui s'appelait des ZPPAUP, qui est en fait l'ancêtre de la VAP. De la VAP, absolument. Donc ces rayons de protection qui sont modifiés avec un règlement. Qui était très bien fait. Certains disent qu'il y a des erreurs dedans, mais on trouve toujours... Il y a toujours des erreurs. Mais en tout cas, le mérite de ces procédures, c'est de faire un bilan et un diagnostic du patrimoine sur un territoire entier et de le faire connaître. Et ça va très loin, ça va jusqu'au paysage, je me souviens. Oui, la ZPPAUP de Ribérac, elle est téléchargeable. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Oui. On a découvert les 22 monuments de Ribérac que j'ai cités dans la première émission, déjà, qui sont classés. Et effectivement, c'était dans ce document qui est libre d'accès. Hein. Oui, bien sûr. Oui, plus c'est consulté, plus c'est ouvert, mieux c'est. Absolument. Et donc, en faisant ces documents, je m'étais aperçu que les gens étaient extrêmement intéressés de la découverte de leur patrimoine. Mais effectivement, ça implique toute une pédagogie pour montrer ce qui est intéressant, quelles sont les époques, comment ça a évolué, etc. Alors, à Ribérac, je rappelle aussi, j'avais oublié, mais qui a ce fameux rapport Ponant, qui est un rapport en 2 tomes, mais qui fait une centaine de pages, où ils examinent rue par rue, maison par maison, tout l'historique. C'est un rapport magnifique. Je ne connais pas. Qui est disponible, on peut le consulter encore, heureusement, grâce à moi, à la bibliothèque, médiathèque municipale. Et on pourrait y en avoir une copie. Moi, je m'en suis inspiré pour faire l'histoire de Ribérac. C'est un document remarquable, qui est gros, hein, et qui fait justement le point de chaque maison, de chaque... Alors bon, évidemment, les gens du métier, ça devrait être leur pain quotidien. Bien sûr. Donc voilà. Merci beaucoup.